La TVT au cœur de l'information. Et quelles sont les différentes actions menées en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap entre 2014 et 2019? Un bilan a été effectué hier. Le gouvernement opte pour la promotion du droit de ces personnes vulnérables, surtout les aider à trouver un emploi, à le conserver et à l'exercer pleinement. À suivre dans un instant. Bonne nouvelle pour le personnel soignant qui est nuit et jour au front pour soigner les malades du Covid-19. Le gouvernement va mettre en place une assurance spéciale Covid-19 pour le corps enseignant. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les maires des 117 communes du Togo se sont retrouvés en début de semaine pour 2 jours de formation. Ils ont été outillés sur les éléments de gestion efficace des communes. Une rencontre qui a permis à ces élus locaux de disposer des moyens techniques pour assurer pleinement leurs responsabilités. Et pour relever les nombreux défis liés au développement des communes, il faut trouver nécessairement des ressources appropriées. Développement et lutte contre la pauvreté obligent. Mais comment trouver ces ressources? Éléments de réponse dans ce sujet de Carmen Madié. Akapo. La décentralisation, le Togo s'y est lancé assurément depuis juin 2019. Les maires et conseillers municipaux ont pris fonction et font déjà face aux réalités du terrain. Nous, on a une nouvelle commune et on a des difficultés pour les collectes, surtout au niveau du marché. Et la population ne comprend pas le bien fondé de payer des taxes. Pour remplir leurs caisses, les collectivités locales peuvent s'appuyer sur 2 ressources principales, les dotations de l'État et les recettes fiscales. Il y a d'abord ce que donne l'État dans une logique de décentralisation et de déconcentration. Celui-ci a transféré des compétences aux collectivités et doit donc leur donner les moyens de fonctionner comme le prévoit la Constitution. Au Togo, cette dotation est allouée par le Fonds d'appui aux collectivités locales. Elle s'élève à près de 3 milliards de francs CFA. En matière de ressources au niveau des communes, la loi a prévu des dispositions. Si nous prenons par exemple la fiscalité au niveau des communes, nous avons 2 types de prélèvements. Nous avons les impôts locaux d'une part et les taxes communales ou bien les recettes non fiscales de l'autre côté. Les impôts locaux sont principalement gérés par l'Office togolais des recettes. Donc c'est l'OTR qui recouvre ces impôts-là et les reverse aux collectivités territoriales suivant les dispositions qui ont été édictées dans le Code général des impôts. Mais pour ce qui concerne les recettes non fiscales ou bien les taxes communales, il appartient à la commune de délibérer à travers ses organes sur ces taxes-là, sur les modalités de perception, de recouvrement et les sanctions qui peuvent découler du non-respect du paiement ou bien du respect des obligations qui sont relatives à ces taxes ou bien ces recettes non fiscales. Et ça peut quand même leur donner les sources de financement pour leur fonctionnement et les investissements. Pour compléter les dotations de l'État, les collectivités locales peuvent utiliser d'autres leviers de ressources. La fiscalité locale. On y retrouve d'une part les impôts locaux et d'autre part les autres impôts et taxes. Chez moi, on a des marchés de nuit où chaque nuit, il faut rester dans le marché pour être au parfum de ce qui se passe réellement. Par exemple, dans un marché où chaque jour de marché, on ne m'envoie que 4 000 francs. Quand nous sommes descendus sur le terrain, on a fait une descente inopinée. On est allé jusqu'à 85 000 francs, vous voyez. Donc, par là, on a commencé par mobiliser les fonds. Nous sommes une commune qui est frontalière au Bénin, où le fleuve Mono
elle sert de limite entre notre commune et le Bénin. Donc il y a les camions qui viennent charger le sable marin avec les tasses ou les autorisations d'installation. Nous arrivons quand même à nourrir nos caisses un peu. Il y a aussi les tasses sur les autorisations, les tasses sur les autorisations des carrières. Il y a les carrières de gravier, de sable siliteux. Il y a aussi les légalisations, les documents d'état civil qui nous procurent un peu de sous aussi. Et pour contribuer au développement, les élus locaux doivent tout mettre en œuvre pour gérer plus efficacement leur commune et cette gestion passe par une bonne organisation. Et les ressources mobilisées sont investies dans le développement des infrastructures, entre autres. Les pistes rurales, par exemple, favorisent l'écoulement des produits agricoles dans les milieux reculés. Surtout, l'un des grands chantiers du nouveau quinquennat du chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé est de favoriser le désenclavement des zones rurales. On parle de l'aménagement de 4000 km de pistes rurales dans les 5 régions du pays. Tchazimna Baga, précision. Si la route du développement passe par le développement de la route, les pistes aménagées dans les zones rurales ne sont pas moins empruntées par les voies de la croissance socio-économique. Voilà qui donne un aperçu de la représentation des pistes rurales dans les zones reculées. Les pistes rurales sont des voies qui sont tracées pour relier les zones urbaines des zones rurales. Et à ce titre, les pistes rurales sont ce que représentent les routes bitumées, ce que représentent les aérogares et ce que représente la voie aérienne, les autoroutes pour les citadins. Sans les pistes rurales, le producteur est coupé du reste du monde. Les pistes rurales sont d'une très grande importance pour les zones de grande production agricole, particulièrement pour la région des sables. La production agricole bénéficie de ces pistes rurales. Les pistes rurales, une fois bien aménagées, jouent un rôle très important dans le secteur agricole. Elles sont en amont et en aval de la production comme voie d'approvisionnement en intrants et de commercialisation des récoltes. Même si les producteurs ont la terre, ils ont besoin des intrants, notamment les engrais, les insecticides, les herbicides, etc. Tout ce qui concourt à augmenter la production, c'est par ces pistes rurales que les techniciens arrivent, ou le gouvernement arrive à rapprocher ces intrants-là. De plus, les pistes rurales permettent aux techniciens du ministère de l'Agriculture de pouvoir aller vers les producteurs pour partager avec eux les itinéraires techniques qu'il faut pour pouvoir augmenter ou améliorer leur production. Et sans pistes rurales, les producteurs ne peuvent pas écouler leur production, puisque la majorité des productions agricoles sont écoulées dans les zones urbaines. Produire en quantité et en qualité, puis écouler la marchandise, c'est créer de la richesse pour booster la croissance économique au niveau local. Voilà pourquoi, pour son nouveau quinquennat, le président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, veut faire plus et mieux. Il mise sur l'émergence rapide de pôles régionaux générateurs de croissance. Pour cela, il est prévu un gros chantier de désenclavement des zones rurales avec un réseau de 4000 km de pistes dans les 5 régions économiques du Togo. La construction de ces pistes vise à rendre toutes les communautés accessibles par la route pour faciliter l'essor d'entreprises rurales. Parlons à présent de l'accès des personnes handicapées au marché de l'emploi au Togo. La thématique était au cœur d'une rencontre hier. Il était question de faire le bilan des actions menées de 2014 à 2019 dans la mise en œuvre du plan d'action pour l'accès des personnes handicapées à l'emploi au Togo. On fait le point avec Ferdinand Avagna et Clarissa Ticlé. Au Togo, les personnes handicapées ont toujours des difficultés pour accéder au marché de l'emploi. Afin de relever ce défi,
Un plan d'action quinquennal a été mis en place en 2014 suite à une étude réalisée par le ministère chargé de l'Emploi à travers la Direction générale de l'Emploi. Les différentes parties prenantes apprécient les actions menées de 2014 à 2019 pour un accès facile de ces personnes souvent marginalisées à l'emploi. Le ministère de la fonction publique est en train de faire beaucoup d'efforts pour accompagner les personnes handicapées. Dans cette optique, il y a des ateliers qui s'organisent, ils font des formations aux handicapés, ils leur trouvent des fonds pour commencer les activités génératrices de revenus. Nous avons relevé des insuffisances au niveau du financement et nous avons soulevé ça dans le rapport pour qu'ils puissent mobiliser beaucoup plus de fonds pour le nouveau plan qui sera réalisé plus tard. Environ 400 000 personnes handicapées sont toujours en quête d'emploi décent. Un chiffre qui interpelle et nécessite plus d'action en faveur de ces personnes. Il y a 141 personnes handicapées, c'est-à-dire qui sont formées en entrepreneuriat dans le cadre du projet. Et il y a 207 qui ont reçu un équipement dans le cadre un équipement de base pour créer de l'entreprise et 54 ont reçu des aides techniques. Dans le code de sécurité sociale, il y a un article qui incite les entreprises à recruter, à employer les personnes handicapées moyennant une réduction du taux de cotisation. Le Togo a ratifié en mars 2011 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Convention qui recommande la mise en place d'actions visant à promouvoir, protéger et assurer la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, notamment le droit au travail par les personnes handicapées. Il convient donc que ces personnes soient considérées comme des citoyens à part entière, capables de contribuer par leur travail à la construction de la nation. Le travail rémunéré est essentiel du bien-être des populations, encore plus pour les personnes en situation de handicap, en dépit des mécanismes mis en place depuis plus de 2 décennies déjà et qui visent une société inclusive dans laquelle les personnes handicapées peuvent jouir des mêmes droits, libertés et opportunités. Le droit d'accès à l'emploi n'est toujours pas respecté, du moins pas à 100%. Quelles sont les dispositions que l'État togolais prend pour mieux accompagner cette couche vulnérable? Ferdinand Vagna, Clarissa Ticlé. Ils font toujours l'objet de marginalisation et de discrimination. Malgré leur capacité d'adaptation à leur environnement, les personnes handicapées subissent au quotidien les conséquences de leur inaptitude physique dans divers domaines. Le phénomène est plus flagrant lorsqu'il s'agit de leur intégration et épanouissement sur le marché du travail. Les employeurs pensent qu'une personne handicapée n'est pas capable de servir, n'est pas capable de fournir son potentiel professionnel. Alors que ce n'est pas toujours vrai. La personne handicapée, lorsqu'on l'assiste, lorsqu'on l'aide, c'est l'une des personnes les plus rentables sur le plan professionnel. Nous avons essayé de faire beaucoup de sensibilisation pour faire comprendre au public, pour faire comprendre au monde des entreprises que la personne handicapée, elle est capable de travailler. Et donc, il faut avoir confiance en elle, il faut l'aider, notamment par des mesures d'accessibilité au sein des entreprises. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne sont pas accessibles, où la personne handicapée ne peut pas circuler facilement pour démontrer ce dont elle est capable. L'État togolais, pour y remédier, déploie d'énormes efforts à travers des outils et des actions concrètes. De la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées au plan d'action pour l'accès des personnes handicapées au marché de l'emploi, en passant par la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées au Togo, l'État veille au grain pour la protection de cette couche jugée vulnérable. Nous avons l'Agence nationale pour l'emploi qui aujourd'hui intègre la thématique du handicap dans le processus de recrutement des personnes handicapées. L'ANVT contribue aussi à faire rentrer les personnes handicapées dans le monde du travail. Et je voudrais aussi ici féliciter le patronat qui se dote de moyens pour accueillir. C'est un processus qui est engagé et il y a ici lieu de féliciter le gouvernement, le chef de l'État,
bien sûr, mais au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes tous sensibilisés sur la thématique de l'handicap et toutes les lois, tous les projets de loi qui viennent, toutes les propositions de loi qui sont adoptées et votées prennent en compte cette dimension-là en termes d'inclusion, en termes d'accessibilité, en termes de mieux vivre ensemble dans la société, quelle que soit la nature de la loi. Donc nous sommes aussi en train d'étudier au fond, en commission, le projet de loi modifiant le Code du travail de 2006. Dans ce projet de loi portant modification du Code du travail, une session dédiée au travail des personnes handicapées. Comme résultat, ces efforts ont contribué à réduire considérablement le taux de chômage des personnes handicapées de 5% en 2019. Toutefois, des défis restent encore à relever. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire, notamment au niveau des personnes handicapées elles-mêmes, d'avoir confiance en elles. Ceci étant, il y a encore à faire en termes d'accessibilité. Les infrastructures ne sont pas adaptées pour tout le monde. C'est ça qui aussi peut faire peur aux employeurs de devoir adapter leur site pour pouvoir accueillir et adapter les postes de travail aux personnes handicapées. Tout ceci a un coût et c'est sous cet angle-là qu'il convient de voir aussi les évolutions de façon à permettre à la société de mieux respirer, de mieux vivre en intégrant les personnes handicapées. L'appel est donc lancé aux acteurs du monde de l'emploi à faire confiance aux personnes handicapées en leur offrant des mesures d'accompagnement en vue de leur intégration et épanouissement dans la société. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, porte à la connaissance des professionnels et des promoteurs des médias que la date limite pour le dépôt des dossiers de demande et de création d'organes de presse et de délivrance de la carte de presse est prorogée jusqu'au 11 septembre 2020. Ce report est justifié par le report de la date de la session de la HAC consacrée à l'examen des différents dossiers. Le président de la HAC invite les professionnels des médias et promoteurs d'organes de presse au respect scrupuleux de ce délai. C'est signé, un communiqué signé par le président de la HAC, Pitalunani Telou. La pandémie au coronavirus continue de faire des victimes. Le virus est bien présent et le personnel soignant veille au grain nuit et jour. Le personnel de la santé est permanemment exposé. Bonne nouvelle, la Coordination nationale de gestion de la réponse au Covid-19 vient d'annoncer le lancement d'une assurance spéciale Covid-19 pour les médecins, les infirmiers et le personnel administratif des centres de soins. Edwige Atakwa-Bassabi, Marie-Ange Bida. Le bien-être du personnel de santé n'est pas oublié dans la gestion de la riposte contre le Covid-19. Dès les premières heures de la pandémie, médecins, infirmiers, gardes malades, personnel administratif, hospitalier, tous ont été en première ligne. Plus de 6 mois après l'apparition de la pandémie au Togo, leur sort préoccupe. La Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19, dans sa rencontre hebdomadaire avec la presse, fait cas des dispositions prises pour le personnel de santé. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, qui est le président du comité de crise, a pris les premières mesures en obtenant une bonne quantité d'équipements de protection individuelle pour le personnel de santé. Personnel de santé que nous sommes. Et ça, malgré la rareté des équipements en ce moment-là. Ce personnel, c'est vrai, est très dévoué. Mais il leur faut, pour mieux poursuivre leur mission, un accompagnement. Et c'est dans ce contexte aussi que le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles. Ces mesures concernent la prise d'une assurance spéciale Covid-19 pour le personnel de santé. Cette assurance ayant pour objet d'apporter une réponse appropriée à la problématique du risque intrinsèque
d'exposition du personnel soignant dans leur mission. Cette assurance couvre tous les agents de santé qui travaillent dans les centres de soins sans distinction. Cette assurance couvre aussi également le personnel administratif des centres de soins. Pour ce qui est des cliniques et cabinets médicaux privés, aussi les pharmaciens, ils peuvent souscrire, s'ils le souhaitent, à l'assurance et payer leurs cotisations. La période de couverture est de 3 mois renouvelables. La garantie prend fin dès qu'un vaccin est disponible ou un protocole de traitement validé. Une autre mesure a été prise. Il y aura une formation de tout le personnel sur tout le territoire. Et cette formation sera couplée d'une prime forfaitaire pour la formation. Le Togo vit ces dernières semaines la multiplication des cas de contamination au Covid-19, un tableau inquiétant. Les mesures mises en œuvre pour maîtriser la situation semblent porter des fruits. Il a noté que dans ces régions, dans ces préfectures, il y a une maîtrise pour l'instant de la propagation du virus depuis le bouclage et le couvre-feu dans ces localités. Pour accentuer la lutte dans ce domaine, nous avons eu à échanger avec les chefs traditionnels, avec les maires, sur l'initiative du ministère de l'administration territoriale. Et nous avons échangé, puis les sensibiliser sur l'application des mesures. Nous avons aussi eu à annoncer il y a peu que les localités où se dérouleront les cérémonies traditionnelles seront bouclées avec un couvre-feu, ou du moins avec fermeture des bars et des lieux de fête. Au cours de ces échanges avec les chefs traditionnels et les maires, il y a eu à décider aussi l'interdiction d'annonces publiques des funérailles, enterrements et deuil. Tout ce qu'on annonce sur les radios, les télés, à la presse, les décès, les enterrements, les funérailles, il y aura une interdiction de ces annonces pendant ces périodes-là. Le respect des mesures barrières est une affaire de tous et il y va de la vie des personnes vulnérables, étant donné que l'augmentation des cas de contamination augmente le risque de mortalité de ces personnes fragiles. La semaine dernière, nous avons eu 107 cas en plus et cette semaine, 112 cas en plus. Pour ce qui est de la semaine dernière, il y a eu 116 guéris et cette semaine, 109 guéris. C'est vrai, il y a beaucoup de cas qui augmentent, mais aussi il y a beaucoup de guéris. Aussi pour les cas de décès, cette semaine, nous avons eu 6 décès. Ça fait beaucoup. Et quand on regarde tous les décès depuis le début, seul un tiers, c'est-à-dire à peine 10 ou 12, qui ont uniquement comme maladie le Covid-19. Tout le reste, les 2 tiers, ont des comorbidités importantes qui, même sans le Covid, décéderaient. Surtout cette semaine, les cas que nous avons eu avec des patients qui avaient une anémie grave, 4 grammes, 5 grammes, associée avec une insuffisance rénale chronique, associée avec une insuffisance hépatocellulaire, hépatique. Tout ceci, même sans le Covid, la personne passera. Mais comme on les a testés Covid+, nous sommes obligés de compter parmi les décès
Covid. Chaque citoyen est appelé à pratiquer les gestes barrières, seule alternative pour l'heure dans le cadre de la riposte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Et à ce jour, jeudi 10 septembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1537, 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1145, un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 355. Le nombre de décès est de 37, un nouveau décès depuis hier. Un communiqué signé par le professeur Moussafa Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Ordinateurs de bureau et portatifs, imprimantes, scanners, onduleurs et photocopieurs, c'est l'essentiel du don offert par l'UNESCO à la Commission nationale du patrimoine culturel du Togo. Le matériel servira à améliorer la qualité du travail de la dite commission. Sonia Menipo, précision. Matériel informatique et bureautique à la Commission nationale du patrimoine culturel du Togo. L'UNESCO accompagne ainsi cette commission à mieux accomplir sa mission. Le don est ici réceptionné par Kosivi Egbetognon, ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Le matériel va servir au fonctionnement de la commission. Tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un secrétariat. Nous adressons nos vifs remerciements à l'UNESCO pour son soutien sans cesse renouvelé pour la promotion du patrimoine culturel de notre pays. Un acte qui s'inscrit dans le volet du projet de réforme de la Commission nationale du patrimoine culturel du Togo. La Commission nationale du patrimoine culturel qui a été créée par la loi numéro 90-24 du 23 novembre 90 portant protection du patrimoine culturel national est chargé d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique de protection du patrimoine. Or, il s'est fait que cette loi est devenue désuète puisque après sa mise en œuvre, le Togo est parti à d'autres conventions de l'UNESCO. Donc il est nécessaire de transposer ces dispositions internationales dans notre loi et puis de revoir aussi cette commission pour créer un autre comité qui sera placé soit sous tutelle de la présidente de la République ou bien de la primature pour lui donner un peu plus d'autonomie d'agir. Donc il y a eu une première activité à Palimé et qui a permis d'étudier, de valider les tests qui vont créer ce nouveau comité. Et il y a eu une autre seconde activité, c'est la troisième activité du projet. Le patrimoine culturel togolais se porte bien à en croire la Commission nationale. À ce jour, 197 sites sont inscrits sur la liste d'inventaire de biens nationaux du patrimoine culturel, dont le site de Koutamakou au patrimoine mondial. L'on dénombre également 7 sites sur la liste indicative et un élément sur le patrimoine représentatif de l'humanité. La page nécrologique de cette édition, un dernier hommage a été rendu hier après-midi au ministre Aruna Babresili. C'était au cours d'une messe veille dite à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption à Beklikame. On a prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu Aruna Isaka Sonia Menipo. Autorités gouvernementales, politiques, corps diplomatiques, amis et proches parents, ils étaient tous là à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. Ensemble, ils ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu, le ministre Babresili. Acclamons la parole de Dieu. Dans son homélie, le père Eugène Aradi a invité les fidèles à prier pour le repos de l'âme du disparu et à veiller à la culture de l'amour mutuel. Ministre Barré, un homme qui a une forte conception de l'amitié, un homme de capacité fraternelle,
assez élevé. Et sa fraternité ne se limite pas à une confession religieuse. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui nous laisse ce soir comme message au moment où, quel que soit le prix que nous allons donner, nous ne pouvons plus le voir. Qu'est-ce qu'il nous laisse? C'est le plus important pour moi. Ministre Karine me charge de nous dire, dans cette vie, nous aurons beaucoup de surprises. Des surprises agréables comme des surprises désagréables. Alors, nous devons veiller. Il est important à tout être humain d'être vigilant. Il nous invite à veiller. Dans l'amour, nous dit la première lecture. Essayons de vivre entre nous aujourd'hui, où nous sommes ensemble, de vivre l'amour sincère, l'amitié, la fraternité. N'ayez aucune dette envers personne, si ce n'est la dette de l'amour mutuel. Cette veillée a été également marquée par un émouvant témoignage de l'ancien ministre Pascal Bodiona. Celui-ci a salué la mémoire de l'illustre disparu avec qui il a vécu l'expérience d'une relation réellement vertueuse. Décédé le 19 août dernier à Paris à l'âge de 66 ans, le ministre Pabré Sili sera conduit à sa dernière demeure samedi 12 septembre prochain dans son village natal à Nadougou, à Dapaon. Œuvre de tant de jours en un jour effacé et que la terre lui soit légère. L'ambassade de la République populaire de Chine a fait don de vivres et de non-vivres au village d'enfants SOS de Lomé et au centre d'observation et de réinsertion sociale des jeunes en difficulté de Kakaveli. Il est surtout question de soutenir ces personnes vulnérables en cette période de Covid-19. La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi. Ramdan Bassina. Des vivres et non-vivres destinés aux pensionnaires de SOS Village d'enfants de Lomé et au centre d'observation et de réinsertion sociale des jeunes en difficulté de Kakaveli. Un don qui s'inscrit dans la continuité des actions sociales en appui aux couches vulnérables en cette période de crise sanitaire. En partenariat avec le ministère de l'Action sociale, nous avons pris l'initiative d'organiser une autre série d'activités de solidarité sociale. On peut le considérer comme la phase 2. Donc l'objectif pour l'ambassade, c'est de s'associer aux efforts du gouvernement togolais de venir en aide à la population vulnérable dans cette situation difficile. SOS Village d'enfants Togo et le centre d'observation et de réinsertion sociale des jeunes en difficulté de Kakaveli ont à cœur de briser le cercle vicieux d'une enfance difficile. Et ce geste, selon les premiers responsables, contribue à donner de l'avenir à ces enfants et jeunes. Une visite de la Chine, nous sommes vraiment très enchantés. Et on sait comment les remercier. Donc c'est comme une porte qui s'ouvre devant nous pour le renforcement de la coopération avec l'ambassade de Chine. Nous avons les enfants et les jeunes. Nous allons voir dans quelle mesure, dans la coopération, faire en sorte que nos jeunes puissent en bénéficier. Depuis le début de la pandémie à coronavirus, la Chine a démontré son amitié au Togo à travers plusieurs dons pour les couches vulnérables. Nous ouvrons à présent la page des sports avec notre ami des jeudis, Jean-Kofi Eledi. Jean, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Hélène. Et les élections pour les districts préfectoraux de football démarrent ce samedi 12 septembre. Oui, Hélène, et les comités préfectoraux de gestion de football seront élus ce samedi pour la plupart et le 15 septembre pour le Grand Lomé. Dans quelle ambiance ces élections vont-elles se dérouler et que doit-on attendre des différents candidats? Éléments de réponse, Laurent Oumavor. Les élections des comités de gestion du football dans les districts préfectoraux ont lieu ce samedi sur l'étendue du territoire national à l'exception de la préfecture du Golfe. Cette dernière, parce qu'elle présente un nombre important de votants, verra la sienne se tenir le 15 septembre prochain. Des listes constituées ici et là, l'on retient à quelques heures des échéances que les candidats ne tiennent que les mêmes propos, tous omnibulés par le désir de redresser le football à la base,
de réorganiser le secteur au grand bonheur de la pratique du ballon rond. À Goué, tout comme à Sotobois, les listes stabilité et Balater comptent jouer ce rôle. L'équipe stabilité est bien stable dans sa composition, mais pour nous, la cohésion, l'adhésion et la stabilité ne seront totales qu'avec vous. Notre motivation ne se limite pas au simple fait d'être à la tête du district. Nous sommes porteurs d'un projet contenu dans le programme d'action. Il ne s'agit pas pour nous d'aligner des mondes. Nous sommes là pour travailler et relever des défis. Le premier point, c'est mettre ensemble les acteurs directs du football avec les dirigeants. Et cela se ressent déjà dans le bureau que nous avons composé. Tout le monde sera mêlé aux décisions que nous allons prendre. Au point 2, nous allons encourager le football à la base. Les petits joueurs, il y en a, le talent est là. Il suffira seulement d'encourager ce talent. La formation des jeunes entraîneurs avec l'aide effectivement de la Ligue du Centre et pourquoi pas de la Fédération. D'autres candidats, notamment ceux de la préfecture de Tchaoudjo et de la COSA, ne sont pas en reste. À l'image de leur père, ils attendent rassembler les uns et les autres pour la reçue de la mission à laquelle ils seront appelés s'ils sont élus. Nous venons pour relancer ce football à la base et pour au moins redorer le blason du football à Tchaoudjo. Nous voulons faire en sorte que même un pauvre à qui on attribue le titre de président soit capable de gérer un club s'il a une bonne volonté et un meilleur savoir. Et surtout s'il a une bonne équipe compétente autour de lui. Sans moyens, on peut faire le football à Tchaoudjo avec nous. Il faut donc faire rouler le ballon dans tous les cantons de la préfecture et de la commune de la Kara, dans la transparence et la légalité. Pour ce faire, les différentes commissions seront formées, surtout celles des arbitres. Les arbitres qui sont les principaux acteurs du football. Un accent particulier également serait mis sur le football féminin. Et ceci pour le grand plaisir du public sportif de la côte. Dans les lacs et dans le Zio, pour ne citer que ceux-là, c'est la candidature unique comme dans la plupart des préfectures. Au total, 38 comités de districts préfectoraux seront installés à l'issue de ces élections. Le football togolais a été honoré le mois de juillet dernier lors de l'édition 2020 du Challenge international de freestyle. Un challenge international de football freestyle dénommé FC Bayern Youth Cup. Le concours organisé par le club allemand du Bayern Munich a été remporté par le jeune togolais Sidiki Tandou. Mardi dernier, le lauréat a été officiellement primé au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la FTF. Afim Johnson. Coronavirus force les acteurs sportifs au repos, le football togolais fait parler de lui. Ceci grâce au génie du jeune Sidiki Tando, vainqueur de l'édition 2020 du Challenge FC Bayern Youth Cup, un rendez-vous international de freestyle initié par le club allemand du Bayern Munich en vue de promouvoir les jeunes talents à travers le monde. En finale de la compétition organisée en ligne en juillet dernier, pour cause de crise sanitaire, Sidiki Tando a été plébiscité par les internautes à 66% contre 34% pour le Nigérien Joshua Madjouabouchi. Des prouesses qui ont valu aux jeunes pensionnaires du centre sportif, éducatif et culturel Swallows une cérémonie de remise de prix ce mardi. Je suis très content. Juste profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs, l'FC Bayern, et promettre que dès que j'arrive là-bas, j'ai une grande conviction d'être retenu là-bas. Je vais travailler très fort, je vais donner le meilleur de moi-même et j'espère que ça va aller. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu travailler, c'est le travail qui paie. Pour une première expérience que l'on peut qualifier de réussie, le promoteur de la FC Bayern Youth Cup au Togo insiste sur l'importance d'une telle initiative en faveur des jeunes footballeurs au plan national. Nos jeunes n'ont pas la vitrine qu'il faut pour s'exprimer à l'international. Donc nous avons saisi cette occasion en collaboration avec l'association internationale Boot qui Goûte pour mettre en vitrine nos jeunes. Parce que nous, au Togo, nous n'arrivons pas à participer aux compétitions majeures du continent. C'est une occasion pour nous de les mettre en vitrine, de les faire connaître à l'international et pourquoi pas obtenir
un contrat professionnel. La suite, le jeune il a un maillot officiel offert par le FC Bayern. Le maillot est griffé, le maillot est en son nom. Ça veut dire beaucoup de choses. Il a déjà un pas au centre de formation du FC Bayern. Ce n'est pas encore fait parce que la compétition internationale, même le FC Bayern Youth Cup Germany, sera la compétition ultime à laquelle il va participer. Et s'il fait encore montre de son talent, de sa capacité à surpasser les autres, je pense qu'il aura obtenu le visa complet pour accéder au centre de formation du FC Bayern. Et c'est l'objectif. Le sac de Sidiki Tando vient-elle une prime à la formation à la base au Togo, un élément de motivation pour l'ensemble des acteurs, les tout jeunes joueurs en premier. Le travail paie. Oui, ça paie toujours. Et le prochain rendez-vous des sports, ce sera samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Nous poursuivons ce journal par cet avis communiqué. Et la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et le ministre de l'Enseignement technique et de la formation et de l'insertion professionnelle communiquent un concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale promotion 2020-2023 est ouvert pour le cycle 1 et le cycle 2 le jeudi 10 septembre 2020 dans les centres de Lomé, Attaque, Pamé, Sokore, Kara, les Dapaon aux candidats des deux sexes de nationalité togolaise âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. Les épreuves écrites se dérouleront le 15 novembre 2020. Les candidats devront être titulaires du BEPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 1 et du baccalauréat deuxième partie série ADG ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 2. Les conditions et la composition du dossier sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. À noter que l'entrée à la salle d'examen est subordonnée au port des bavettes et au respect des mesures barrières du Covid-19. Ce sera tout pour aujourd'hui. Restez avec nous sur la télévision togolaise. Coucou spécial à celles et ceux qui donnent de leur temps pour sauver les malades du Covid-19. Prenez soin de vous, croyez au meilleur et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Bonsoir.